Le shadow banking est le genre de concept que l'on comprend sans bien le comprendre, qui continue à vous échapper même lorsque l'on approfondit l'investigation, tant il recouvre des acteurs multiples aux jeux divers et complexes. On croit savoir de lui, qu'avec 80 000 milliards de dollars d'actifs financiers, il représente la moitié du poids du système bancaire traditionnel. 2, que les 3/4 sont contrôlés par les États-Unis, le Royaume-Uni et la zone euro. Et 3, enfin, que les liens tissés entre la finance de l'ombre et la finance classique, hors bilan, donc hors contrôle, créent un risque systémique. Et l'on sait de surcroît que toute une partie de cette finance de l'ombre, domiciliée dans les centres financiers offshore, nous échappe, les deux problématiques étant intimement liées. Lorsque l'on parle de shadow banking, c'est le terme shadow qui retient l'attention et excite l'imaginaire. Or, c'est le mot banking qui devrait encore plus focaliser notre attention. Pourquoi ? Parce que le shadow banking est une notion qui fait exploser les typologies que l'on croyait maîtriser. D'un côté, les banques, qui financent l'économie grâce aux dépôts des agents privés, mais surtout grâce à l'accès exclusif qu'elles ont à la liquidité que leur procure la Banque centrale. Elles ont, grâce à cette ressource, le monopole de la création monétaire. Et elles sont soumises de ce fait à toute une série d'astreintes et de règles prudentielles. De l'autre, des fonds divers et variés qui se contentent de gérer une épargne déjà existante, qui n'ont donc pas un pouvoir de création monétaire. Et c'est de ce côté que les choses ont changé. Mais ce n'est pas l'énumération des acteurs du shadow banking qui nous éclaire sur le phénomène. Sur le papier, nombre d'entre eux sont connus et bien répertoriés. Des banques d'affaires, des fonds d'investissement, des gestionnaires d'actifs, des sociétés de capital investissement, des sociétés de garantie de crédit, des sociétés d'affacturage, etc. Alors bien sûr, parmi eux, il y a les fameux hedge funds, dont la simple évocation nous met en alerte sur le caractère spéculatif de ces acteurs. Nous alerte aussi sur le fait qu'une partie de ces acteurs, abusant des possibilités de domiciliation dans des centres offshore, autrement dit des paradis fiscaux, mais surtout réglementaires, vont pouvoir jouer avec le feu et l'argent sale sans véritable contrôle. Mais cela ne suffit pas à cerner le problème, car nombre des acteurs du shadow banking sont domiciliés au sein même des économies développées. Cela ne nous explique pas comment des fonds deviennent des quasi-banques prenant part à la création monétaire sans les garde-fous que suppose une telle activité. Pour le comprendre, il faut saisir toute une série de mécanismes qui créent une forte porosité entre le système bancaire traditionnel et la sphère des investisseurs en tout genre. Je le ferai ici sans recourir à un jargon que je ne maîtrise pas moi-même. Imaginez simplement que les banques puissent débarrasser leur bilan de prêts plus ou moins risqués en les revendant sous la forme de paquets diversifiés. C'est cela la titrisation. Les transférant donc à l'actif d'autres agents financiers. Ces agents deviennent de fait des prêteurs à l'économie. Imaginez maintenant que les banques, s'étant débarrassées de ce risque, puissent prêter davantage à l'économie, tout en respectant les ratios de Bâle et tout en se refinançant quasi gratuitement auprès de la Banque centrale. De fait, se crée alors une chaîne qui part de la Banque centrale pour produire plus de crédits, dont une partie est portée par des agents non bancaires qui deviennent partie prenante de la création monétaire. Imaginez ensuite que ces mêmes banques puissent prêter une partie de leurs actifs à des fonds spéculatifs pour qu'ils puissent les revendre ou les acheter à terme et se faire des plus-values que le marché baisse ou monte. Cela revient à leur procurer de la liquidité pour spéculer sans rien leur avoir prêté en apparence. Imaginez toujours que ces mêmes banques prennent les actifs des fonds spéculatifs comme collatéraux en échange de liquidités, ce qui revient à les refinancer comme le fait une banque centrale. Et que ces fonds, à partir de cette ressource, notamment les hedge funds ou les fonds de LBO, fassent du levier, profitant du coût incroyablement faible de la liquidité. Imaginez enfin que ces fonds spéculatifs vont eux-mêmes émettre des titres courts qui vont se répandre dans l'ensemble du système et bénéficier aussi de garanties qui transfèrent le risque aux acteurs bancaires ou au secteur de l'assurance. Consolidez cela et vous comprenez que le shadow banking devient une grosse banque branchée indirectement sur la liquidité de la Banque centrale et alimentant le crédit à l'économie sans que l'on puisse localiser les risques ou les contrôler. Et vous comprenez aussi que la Banque centrale ne peut restreindre sa liquidité sans penser aux effets de résonance que peut engendrer le shadow banking.